Je suis hyper contente de pouvoir vous parler de ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet dont on parle peu, ou en tout cas pas de cette manière-là. Donc j'espère que ça va vous parler, et j'espère aussi que vous aurez plein de questions après. Alors, de quoi on va parler? Qu'est-ce que c'est que les différences cognitives et sociales, en tout cas de mon point de vue? Comment est-ce qu'on s'adapte pour avancer? Hop. Comment les organisations aujourd'hui accueillent ces différences, ou pas? Et ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer tout ça. Ah, si je m'avance, je vous vois mieux, et ça, c'est chouette. Voilà. Alors, comme l'a dit Luce, moi, aujourd'hui, je suis Design Ops, mais en fait, je me spécialise dans plusieurs choses, la stratégie UX, le design de service et les formations. C'est vraiment mon ADN, les formations. Je vais parler un peu de mon parcours, donc je ne m'étends pas trop sur ce que j'ai fait. Voilà. C'est une conférence qui est assez personnelle, tout en étant assez universelle. Donc, j'espère que ça va vous toucher. Alors, les différences cognitives et sociales, c'est quoi? Ah mince, j'ai été un peu trop vite. Est-ce que vous vous êtes déjà senti différent? Vous pouvez lever la main si vous avez... Ok, visuellement, ça fait déjà pas mal de personnes. Alors, ce que je vous propose, c'est un Slido. Donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez répondre aux questions. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre façon de ressentir les choses, de penser ou d'apprendre était jugée négativement? Donc, je vous propose 4 choix. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Est-ce que c'est rare, parfois ou souvent? Je vous laisse une petite minute pour répondre. Puis dès que j'aurai un nombre significatif de réponses, je vous montrerai le résultat. On va attendre d'être à, allez, on va dire 60. Et voilà, pas mal. Ok. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on attend les 100? Ouais. Allez, je vous montre la réponse. Parfois, c'est un peu mitigé. Il n'y a pas de jamais, ça c'est drôle, et il y a quand même beaucoup de souvent. Alors je vous pose cette question, c'est à dessein, on va aller un petit peu plus en profondeur après. J'ai une deuxième question, c'est est-ce que les autres, vous trouvez, alors je parle peut-être un peu plus dans l'enfance, mais dans certaines situations de vie, parfois trop sensibles, bizarres ou dans la lune? Donc pareil, est-ce que c'était jamais, rarement, parfois ou souvent? Donc je vais aussi attendre d'atteindre les 100 et je vous montrerai le résultat. Hop. Souvent. Alors c'est pas très étonnant dans une communauté de designers, hein. Si on n'était pas sensible, on serait probablement pas là, je pense. Alors pourquoi je vous pose ces questions? Parce que moi oui, forcément. J'aurais pu vous poser encore beaucoup d'autres questions par rapport aux différences cognitives, mais du coup, je vais vous donner une explication très très rapide de ce que c'est que la neurodiversité. Donc, se sentir différent, ça peut, parmi plein d'autres signes, ça peut être un signe de neurodiversité. Donc, la neurodiversité aujourd'hui, c'est à peu près 20% de la population. Donc, il y a à peu près 80% des gens qui sont neurotypiques et 20% des gens qui sont neuroatypiques. Je pense que chez les designers, la proportion n'est peut-être pas exactement la même. Donc voilà, peut-être qu'on en a plus que ça. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Si je vous résume ça, on peut aller beaucoup plus loin, on ne va pas le faire aujourd'hui. Les neuroatypies, ça rassemble un certain nombre de caractéristiques. Donc les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, les personnes qui sont aussi sur le spectre des dys, donc les dyslexies, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie. Je ne vais pas expliquer tout ça aujourd'hui. La sensibilité, ça fait aussi partie des neurodivergences. Les niveaux d'attention et d'activité, ça fait aussi partie des neuroatypies. Et le potentiel intellectuel. Il pourrait y avoir d'autres choses, parce qu'il y a parfois des neuroatypies qui sont dues à des maladies, et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une question par rapport à la neuroatypie, ou pas d'ailleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal au ventre, mal à la tête, ou eu de grosses angoisses quand vous étiez avec d'autres personnes, soit quand vous étiez enfant, ou en groupe, en sortie? Voilà. Donc, je vous pose la question. Vous avez le droit de ne pas répondre si c'est trop personnel, il n'y a pas de souci. Si ça vous gêne. Pareil, j'attends les 100 et après, je vous montre la réponse. Parfois. Alors, moi, je me situe plutôt du côté, ça m'a souvent empêché d'y aller ou de participer.
J'ai plein de photos de classe, je ne suis pas dessus. Donc, parce que moi, j'avais des mots de vente vraiment très, très, très importants. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que les troubles du neurodéveloppement, donc tout à l'heure, je parlais de neuroatypie. Pour moi, la neuroatypie, ce n'est pas forcément des choses qui provoquent des troubles, pas pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, et c'est mon cas. Donc, ces troubles, ça peut être plusieurs choses. Des troubles par rapport à ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, ça veut dire des personnes qui sont susceptibles à être distraites plus facilement, des problèmes d'organisation, de planification, de gestion du temps. Il y a plein de gens dans la salle qui peuvent témoigner de mes problèmes de gestion du temps. La mémoire de travail, la vitesse de traitement d'information, la procrastination, qu'on connaît tous, mais quand ça devient vraiment problématique, ça peut être lié à des troubles du neurodéveloppement. Il y a d'autres choses qui sont aussi pas faciles à gérer, les niveaux d'activation, c'est-à-dire avoir le besoin de bouger tout le temps, voilà, ça peut faire partie de ces troubles-là. La régulation des émotions, l'impulsivité, la régulation du sommeil et éventuellement la régulation des consommations. Je parle au sens large parce que ça peut être des vêtements, ça peut être la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être le travail. Et donc après, ça devient des addictions. Donc moi, j'ai la chance d'être touchée par plusieurs de ces troubles. Et donc, je vous ai mis une référence, c'est le Centre des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte qui se trouve à Sainte-Anne à Paris, où je suis suivie et qui explique assez bien tout ça. Alors, je vous donne un petit exemple concret, parce que comme ça, vous verrez ce que ça donne en réalité. Donc, je vous ai fait des petites photos des livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc, il y a les 58 outils de design systémique, The Design Conductors, The Systems View of Life, que j'ai beaucoup utilisé pour préparer ce talk, la fonction psychologique du travail, le nectar cacheté, j'ai toujours envie de dire caché, mais cacheté, qui explique la vie du prophète. Voilà. Un livre de science-fiction, donc La forêt sombre, Click de Jake Knapp, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Home and Exile, qui est un livre de Chinua Achebe, donc de la littérature, un petit livre sur la communication non violente au quotidien et un livre sur la dynamique des groupes. Ça, c'est ce que je lis en ce moment. Et donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça montre bien mes deux neurodiversités. Donc moi, en fait, j'ai un potentiel intellectuel différent de la norme, on va dire, et j'ai aussi un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc moi, c'est vraiment le H de hyperactivité qui est très, très prononcé chez moi. Alors ces troubles, ils ne sont pas toujours diagnostiqués, et en fait, j'ai pris cette infographie de l'association Hyper Super parce qu'elle représente relativement bien mon parcours à moi. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des difficultés à partir de 20 ans. Ça peut être beaucoup plus tôt pour plein de gens. Mais c'est vrai que moi, l'association de mon potentiel intellectuel et du trouble de l'attention a fait qu'à peu près jusqu'à 20 ans, il n'y a pas trop de problèmes, à part les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de sociaux, on va dire. Mais ce n'est pas détecté parce qu'à l'école, ça va bien, etc. Enfin, il y a plein de choses qui marchent bien. Et je suis une femme, donc ça impacte aussi la façon dont je suis diagnostiquée. Donc enfant, je ne suis pas le modèle de l'enfant avec des troubles de l'attention qu'on imagine. Souvent, c'est vers 31 ans qu'on va avoir une première démarche en vue d'un diagnostic. Pour moi, c'était un petit peu plus tard, plutôt vers 35 ans. Et moi, mon diagnostic a été posé vers 40 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment à peu près ça qui s'est passé pour moi. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui provoque des difficultés au travail. Donc, il y a 65% des personnes dans la population générale qui n'ont pas d'emploi. Chez les personnes qui ont un trouble de l'attention, c'est 59%. Donc là, ce n'est pas la différence la plus flagrante. Par contre, sur le chômage, on voit que les taux sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire que c'est 8% dans la population globale, 18% chez les personnes qui ont un trouble de l'attention avec hyperactivité. Je vous ai mis que ces chiffres-là. Mais en fait, ces chiffres-là, ils concernent aussi tous les types de neurodivergence. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, ils ont aussi leurs propres chiffres, qui ne sont pas exactement ceux-là, ils sont encore plus importants. Et puis, il y a la question du redoublement. Donc moi, ce n'est pas arrivé avant la terminale, mais effectivement, mon parcours scolaire après la terminale, il a été un petit peu plus chaotique. Alors, j'ai été diagnostiquée pour mon potentiel intellectuel, et donc moi j'ai comme vous avez pu le voir avec cette histoire de livre, j'ai deux choses assez significatives. En compréhension, je suis largement au-dessus de la moyenne, et en vitesse de traitement, par contre, c'est là où je suis un peu en dessous de la moyenne, ou à peu près dans la moyenne. Et donc ça fait un espèce de grand écart, comme ça, voilà, qui est parfois pas très bien compris par les personnes autour de moi. Moi, je me comprends bien toute seule, mais voilà.
Donc il y a plusieurs choses qui sont évaluées quand on évalue le potentiel intellectuel. Ça vaut ce que ça vaut, parce que pour moi, le potentiel intellectuel, il peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui sont axées sur des choses très scolaires, l'écriture, le calcul, etc., la compréhension. Et donc ce potentiel intellectuel, moi, il a été diagnostiqué quand j'étais enfant. Donc j'ai fait des tests parce que j'ai su écrire très tôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait sauter une classe. Donc là, j'étais petite. Et vous voyez que les gens se moquaient un peu de moi. Je détonnais un petit peu. Alors, on disait que j'avais une grosse tête, et que c'est pour ça que je retenais des choses. C'est ce qu'on me disait après. Hein. Ils ne me l'ont pas dit à l'époque. Donc, c'est pour rigoler, hein, mais voilà. Mais donc, c'est juste pour vous montrer ce qui se passait pour moi à l'école. Ça se passait bien, hein, mais voilà, j'étais pas dans la norme, et donc on m'a fait sauter une classe. Et on m'a même... Enfin, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'ai même changé de quartier. Donc, j'étais dans un autre collège. J'étais dans la team allemand-latin, pour ceux qui savent. Et donc, j'ai changé de collège et je me suis retrouvée là. Donc, moi, je viens de Champigny. Je ne sais pas si vous connaissez Champigny-sur-Marne. C'est très chouette. J'ai découvert ça, donc des terrains de tennis. Hop, est-ce que je vais y arriver? Alors, je vois que le son ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de le relancer. Ah. Ok. Donc ça, c'est en 89. J'arrive en 6e dans ce quartier-là, qui est le quartier des Bords de Marne, à Champigny-sur-Marne. Donc vous voyez, il y a des maisons partout, c'est joli comme tout, il y a la Marne, c'est super. Le tube de l'époque, c'est Don't worry, be happy. Voilà, très très chouette. Pour moi, c'est une vraie découverte. Je fais référence au terrain de tennis parce que ce qui se passe là, c'est que ce qui est reconnu, c'est vraiment ma capacité intellectuelle, c'est vraiment mes capacités à l'école. On me reconnaît pour ça, et moi, je rentre dedans à fond, parce qu'en fait, ça me permet vraiment de me conformer, on va dire, avec cet environnement que je ne connais pas, parce que moi, je viens de là. Donc c'est un autre quartier de Champigny qui s'appelle le Bois-l'Abbé, et qui n'a de bois que le nom. C'est pas du tout un bois. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'espace vert, il n'y a que des immeubles. Et moi, je joue au tennis ici. Je ne sais pas si on voit, mais... Hop, pardon. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson. Attends, parce que j'aime bien quand tu dis ça. Donc cette chanson, c'est une chanson de Public Enemy qui est la bande-annonce d'un film qui s'appelle Do the Right Thing. Pour moi, c'est une vraie révélation à cette époque-là. Ça parle des relations entre les Noirs américains et d'autres communautés. C'est un film de Spike Lee. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Moi, ça me parle complètement. Je joue en bas de cet immeuble. Je vais réussir à montrer où je joue au tennis. Je jouais là. Donc pour moi, un terrain de tennis, c'était extraordinaire. Je jouais avec des raquettes en plastique. Et quand j'ai été au collège, il y avait des gens, ils avaient des vraies raquettes dans un emballage. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire. Et ma façon d'être, mes goûts, ma façon de parler détonnent. Et grâce à ce potentiel intellectuel, j'arrive à m'adapter relativement facilement. Et je continue à être dans un quartier qui ne ressemble pas au quartier dans lequel je suis. Et ça va être quelque chose que je vais retrouver aussi dans ma vie professionnelle. Il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas, ça ne se dit pas forcément, qui viennent du même environnement que moi. Donc ça, c'est mon immeuble aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas exactement comme ça, mais voilà. Ce qui se passe quand je termine mon lycée, c'est que je décide de faire des études. Comme on m'a toujours encouragée dans ce sens-là, je me dis je vais aller à la fac. Je ne connaissais pas l'existence des grandes écoles, je ne savais pas ce que c'était. Donc du coup, je me suis dit je vais aller à la fac, en plus ça ne va pas être trop cher. Sauf que le quartier du Bois-l'Abbé, il est enclavé. Il est vraiment très loin du centre de Champigny, très loin de la gare. Et donc mon trajet pour aller à l'université de Créteil, c'est 1h30. Et comme je vous rappelle que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, je fais un double cursus, anglais, allemand, arabe. Et l'arabe, c'est à Clichy-la-Garenne. Donc, j'ai jusqu'à 4h30 de trajet par jour. Et donc, forcément, ce qui se passe, c'est que j'arrête mes études assez rapidement. Parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment pas facile.
J'aurais pu peut-être faire autre chose, mais le manque de moyens, j'avais pas d'argent pour prendre un appartement, j'avais pas d'argent pour passer le permis, il m'a fallu 2 ans pour passer le permis parce que c'est moi qui me le payais moi-même. C'est pas facile. Et après, j'arrête. Tout va bien sinon, à part ça. Ok. Voilà. Alors, j'entre dans la vie active. Et puis là, en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je continue à m'adapter. Et c'est là où les différences sociales, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, je vais faire un petit détour avant de continuer à vous parler de moi. Je ne vais pas parler que de moi non plus pendant cette conférence. Est-ce que vous savez ce que c'est que le revenu médian? Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez lever la main. Ouais, ok, pas mal de gens. Donc, le revenu médian, ça veut dire que c'est le revenu en fait qui se situe au milieu entre les 50% de Français qui sont les plus riches et les 50% de Français qui sont les plus pauvres. C'est pas la moyenne, parce que sinon la moyenne, en fait, on calcule tout, on divise et puis ça fait pas du tout le même chiffre. Donc, est-ce que vous connaissez le revenu médian en France? Vous m'avez dit oui. Ben, je vais vous donner l'occasion de voir si c'est vrai. Donc, vous pouvez répondre avec un chiffre normalement. Est-ce que ça marche? Je vais attendre... Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont... Ouais, j'attends qu'il y ait un petit peu moins de participants. Hop. Ok. Donc, à peu près 2 000 €. On n'est pas loin de la vérité. Le revenu médian en France, il est à 1 930 € pour une personne. Le calcul change un peu si on est plus de personnes. Le revenu médian, c'est pas le revenu, comment dire, c'est pas le revenu, le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il est à 60% du revenu médian, enfin entre 40 et 60%. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté en France, il est à 1 102 €. Alors, désolé, je vous ai mis des chiffres, vous pourrez aller regarder sur le site de l'Observatoire des inégalités où il y a bien tout le détail. On parle de revenus, mais le patrimoine, c'est aussi quelque chose de très important dans cette question-là. En fait, aujourd'hui, en France, il y a quand même une certaine partie de la population qui ont un patrimoine. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, par exemple, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de patrimoine du tout. Mes grands-parents n'en avaient pas, mes parents n'en avaient pas. Mon conjoint, il aura peut-être du patrimoine parce que sa maman, elle a une maison. Donc, probablement, il va hériter de quelque chose. C'est pas la majorité des Français, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont du patrimoine. Ça change quand même pas mal de choses dans la vie d'avoir du patrimoine. Donc je donne l'information parce que le revenu, c'est pas le seul élément qui va faire de vous une personne pauvre ou une personne riche. Donc nous, ici, on est presque tous des cadres. Donc être cadre en France, ça fait de nous, a priori, plutôt des personnes riches. On est surreprésenté dans la proportion des personnes riches en France. Donc là, vous voyez que sur le côté ici, vous voyez, si vous additionnez les cadres du public et les cadres du privé, on arrive à peu près, on est 65% des plus riches en France. Les travailleurs pauvres en France, c'est donc 14% des Français sont en dessous du seuil de pauvreté et 8% des travailleurs. Ça diminue quand même le fait d'être pauvre ou pas, de travailler, mais ça reste quand même une proportion importante des travailleurs pauvres. Enfin des travailleurs en tout. Et donc moi, au départ, je dirais que si on se place sur le spectre de la neuroatypie, je ne suis pas dans un extrême, puisque je peux fonctionner dans la société d'une manière quand même relativement facile. Et puis du niveau de ma pauvreté, je dirais que je commence avec un handicap, mais je ne suis pas non plus dans un dénuement extrême. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est être une travailleuse pauvre? On a fait une petite expérience avec... il y avait Luce, et puis il y avait aussi Aurélie qui est là, et Aline. Donc, on a fait un événement où on parlait de l'inclusion, l'exclusion plutôt, by design. Et on a fait cette peut-être expérience sociale où, en fait, on se place tous sur la même ligne, et on pose quelques questions, et ceux qui bénéficient de certains privilèges, ici, ils reculaient, mais normalement, ils avancent. Et puis, ceux qui ne les avaient pas, moi, j'ai avancé. Et là, vous voyez qu'en fait, moi, à la fin, je me retrouve avec 3-4 pas de plus que tout le monde. Donc, je suis dans une différence qui est assez énorme. Je ne vais pas trop parler ici de ça, mais il y a quand même un sujet autour de l'intersectionnalité. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder ce que c'est.
Parce qu'en fait, les inégalités, souvent, ça se croise. C'est-à-dire que le fait d'être une femme et d'être une femme noire et de venir d'un certain quartier, etc., ça rajoute en fait des choses. Merci. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Voilà. Donc moi, je suis une travailleuse pauvre au début de ma carrière. J'ai un job. Ce job, c'est ma première feuille de temps en tant qu'intérimaire quand je suis rentrée chez Orange en mars 2000. Et puis, en fait, j'avais aussi un deuxième job, le soir et les week-ends. Donc, on reparle de Disney, mais pas dans le même angle que tout à l'heure. Voilà. Donc, j'avais un contrat, donc ça, c'était 2 ans après, mais je faisais de l'intérim en plus de mon job que j'avais chez Orange, où finalement, j'ai été recrutée en CDI et j'y suis restée 20 ans après. Donc pour une famille en général, il y a une façon de compter comment est-ce qu'on est une famille qui est sous le seuil de pauvreté. Moi, pour ceux qui le savent, j'ai une grande famille. Donc, en fait, le seuil de pauvreté pour ma famille, donc mon mari, mes 5 enfants, c'est 4 187 €. Je vous dis ça juste pour vous dire que c'est pour se rendre compte de ce que c'est. Mais après, je fais mes choix de vie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment c'est calculé et ce que ça peut donner. Voilà. Et puis aussi pour montrer que je suis capable de mettre des photos où il n'y a que moi qui suis moche, tout le monde est beau. Est-ce que vous avez déjà été des travailleurs pauvres? Et donc je vous propose de répondre à cette question. Je vais, comme tout à l'heure, attendre qu'on soit à peu près à 100. Ok. Donc le résultat, voilà. Donc c'est quand même assez commun qu'il y ait des gens qui soient travailleurs pauvres pendant leurs études, forcément, on ne travaille pas à plein temps, etc. Donc c'est normal. On se rend compte que quand même, ce n'est pas la majorité d'entre nous qui ont été des travailleurs pauvres. Pour la plupart d'entre vous, je vais dire, on ne sait pas ce que c'est d'être un travailleur pauvre. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'externe. Je vais vous poser 2 autres questions par rapport à votre condition sociale. Avant vos 18 ans, est-ce que vos parents ou des adultes à la maison avaient des difficultés financières importantes? Pour être concret, c'est des factures impayées, des menaces d'expulsion ou du manque de nourriture. Oui ou non? Ok, donc là c'est pareil, ce genre de conditions-là, c'est des choses que nous, on connaît très peu dans notre communauté. Une deuxième question. Est-ce qu'avant vos 18 ans, vous avez eu à prendre des responsabilités d'adulte? Donc vous occuper de vos frères et sœurs, traduire pour vos parents, gérer des démarches administratives, voire payer des choses pour vos parents? Oui ou non? Ok, pareil. Donc ça, c'est le genre de choses, il y a quand même 26% des gens, donc c'est quand même significatif, mais c'est une majorité des gens ici qui ne savent pas ce que c'est. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle Adverse Childhood Experiences. Donc c'est des recherches qui ont été faites par des médecins aux États-Unis sur l'impact que ça a de vivre dans la pauvreté. Et en fait, ça a des impacts très importants d'avoir vécu ces expériences-là. Donc que ce soit des violences physiques ou émotionnelles, des abus sexuels, de la négligence, des gens autour de nous qui ont des troubles mentaux ou des addictions, la séparation parentale, le divorce, on sait que ça met les femmes souvent, pas que les femmes, mais en grosse majorité les femmes dans une situation précaire. Et donc la pauvreté, avec plus la pauvreté est extrême et plus ça a des impacts sur la vie. Donc moi j'ai eu ces 3 éléments-là par exemple. Et en fait, ce que ça provoque, c'est que ça réduit l'espérance de vie. 20 ans en moyenne, si on a 6 de ces conditions ou plus. J'ai de la chance, j'en ai que 3. Ce sera peut-être pas 20 ans. Donc voilà. Mais clairement, mon espérance de vie, elle a des chances d'être réduite par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc par exemple, avoir travaillé 7 jours sur 7 pendant 25 ans, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ma santé. Ce qu'il y a aussi, c'est les maladies cardiaques, la dépression qui peut augmenter, les tentatives de suicide et le risque de conduite addictive. Et donc à l'école et au travail, ça a aussi des impacts. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas forcément conscience quand on ne l'a pas vécu. Moi, personnellement, par exemple, j'ai plus mes 2 parents, j'ai plus mon père depuis mes 29 ans. C'est pas la norme. C'est-à-dire que ça arrive plus à des gens qui sont souvent dans des conditions
plus précaire. C'est-à-dire que moi, mon père, il avait un métier difficile pendant très longtemps, et donc il est parti plus tôt, ce qui est normal en fait, parce que le corps humain, il ne peut pas non plus encaisser pendant trop longtemps des choses trop difficiles. Donc il faut se dire que tout ça, ça fait aussi partie de ce qui rentre en compte dans la façon de se comporter dans la société. Donc maintenant que je vous ai bien plombé le moral avec tout ça, j'ai essayé de relever un petit peu le niveau. Je vous invite à aller regarder ce TED Talk qui dit que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si on donne du soutien, de la sécurité émotionnelle, des environnements bienveillants, en fait, on peut améliorer ces conditions-là. Moi, je m'estime, par exemple, faire partie de ces personnes-là qui ont eu aussi tout ça dans leur vie. Et donc, ça change probablement aussi mes statistiques négatives. Alors, j'en parle aujourd'hui sur cette scène parce qu'aujourd'hui, c'est un tabou. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement au travail. Et pourtant, comme on l'a vu avant, ça concerne beaucoup de gens dans la société. Ça existe aussi bien dans vos équipes, comme vous avez vu tout à l'heure, ce n'était pas zéro les gens qui étaient concernés par la pauvreté, entre guillemets. Et ça existe aussi chez nos utilisateuristes. Ils ne sont pas invisibles, ces personnes. Ces personnes, elles font partie de la société. Elles achètent des choses, elles utilisent des services publics. C'est des personnes qui ont droit aussi d'utiliser des services et des produits. Alors aujourd'hui, moi, mon sujet, il porte sur comment est-ce que les organisations, elles accueillent ces différences. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'autopoïèse? Et s'il y a des mains qui se lèvent, il faudra vraiment venir me voir à la fin. Ça fait partie des gens qui... Alors, désolé, c'est un slide un peu dense, mais je vais le faire très rapidement. Le système autopoïétique, en fait, c'est assez simple. C'est la base de la vie. Une cellule, c'est un système autopoïétique. C'est quelque chose qui, en fait, est capable de s'autoproduire. Donc, ça se répare, ça se maintient. C'est un peu le miracle de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert par Umberto Maturana et Francisco Varela, dont vous pouvez retrouver la référence de The Tree of Knowledge, dans laquelle ils parlent de leur recherche. Et donc, ce que ça dit, c'est qu'une cellule, elle est capable de fabriquer ses propres composants, entretenir ses limites, échanger avec son environnement, et c'est ça qui lui permet en fait de s'adapter à son environnement et de se développer sans perdre sa cohérence interne, c'est-à-dire sans devenir autre chose. Et en fait, d'un point de vue social, on a aussi ce concept d'autopoïèse. Mais d'un point de vue social, et même d'un point de vue d'ailleurs biologique, c'est indissociable de la cognition. Donc, c'est-à-dire c'est la façon dont on pense qui va nous permettre de faire cette autopoïèse et donc de continuer la vie, en fait. Donc, on a notre environnement, notre cognition, et c'est ça qui va nous permettre de continuer cette autopoïèse tout le temps. Et donc, c'est vrai que la connaissance, c'est ça qui nous permet de vivre. Et tous ces processus biologiques, ils existent dans notre corps, ils existent aussi dans notre cerveau. Et donc tout ce qu'on perçoit de la société, ça va nous permettre en fait de nous autoproduire et de nous adapter à ce qui se passe pour nous. Et il y a quelque chose qui a été conceptualisé par Gregory Bateson, qui est un anthropologue et un penseur systémique très connu, et qui pour lui, en fait, l'esprit, c'est un processus. En fait, et donc c'est la relation qu'on a avec les autres, que les individus ont avec les autres, qui vont nous permettre en fait de nous auto-actualiser. Ça va, je vous ai pas perdu? Non? Ok. Alors, pour moi, en fait, si je me dis que l'unité autopoïétique, c'est moi, et ben du coup, en fait, il y a mon environnement qui va jouer dans cette autopoïèse, et puis il y a aussi mon fonctionnement cognitif. Alors, forcément, comme je suis entrée dans le monde du travail par la petite porte, quand je dis par la petite porte, je suis entrée en intérim. Et donc petit à petit, j'ai pu finalement avoir un métier stable, mais c'était une lutte. Et donc cette lutte, ça m'a poussée à participer aux efforts d'inclusion des différences. Donc j'ai été marraine au Quartier du Talent, je suis marraine Hexagone UX, j'ai été marraine chez Article 1, et Mosaïque RH et le Club 21e siècle, je n'ai pas été marraine, mais c'est deux organisations qui aujourd'hui essayent de développer l'insertion des personnes, le recrutement des personnes différentes, socialement surtout, dans les organisations. Et malgré tout ça, en fait, je ressens le besoin de me suradapter. Donc là, vous me voyez moi en full orange, les chaussures à talons, le tailleur, etc. Donc je me suis transformée, mes vêtements, mon langage, ma posture. Et je ne parle jamais ni de mes difficultés sociales et financières, ni de mes expériences de vie qui sont particulières par rapport à tout ça, ni des impacts que ça a sur ma santé mentale.
parce que j'ai peur d'être jugée négativement. Ce n'est pas accueilli dans l'organisation dans laquelle je travaille. Et donc, en fait, finalement, je me retrouve un peu gommée derrière toutes ces attentes-là, et aussi mon fonctionnement cognitif, il commence à devenir aussi un problème parce que j'ai des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété, etc., etc. Je vais y revenir après. Je vais aller très vite, je vais être en retard de 2 minutes, je pense, mais voilà, je vais aller très vite. Donc, je reviens sur mes points de départ. Et en fait, mon évolution, c'est que j'avance, mais finalement, je dois me masquer pour pouvoir avancer. Et ce qui se passe, c'est que je quitte Orange en 2012, je crois. Je deviens professeur d'anglais. Et je deviens professeur d'anglais, notamment à Clichy-sous-Bois, avec des élèves qui me ressemblent beaucoup quand moi j'étais jeune. Et je me rends compte que pourquoi il faudrait les transformer pour qu'ils soient accueillis dans les entreprises. Ils sont super, en fait, ces jeunes. En fait, ça me donne un peu d'émotion parce que je les revois, c'était il y a 10 ans presque. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils s'adaptent hyper bien, ils sont hyper rigolos, enfin voilà, ils sont super. Donc je me dis, pourquoi est-ce que je devrais les coacher pour leur donner des codes qu'ils n'ont pas, et pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas leurs codes dans les organisations? Donc je fais mes petites recherches à l'époque, et je me rends compte qu'en fait, la méritocratie, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je crois que c'est moins de 5% de la population qui arrive à changer de classe pendant sa vie. C'est vraiment infime. Pareil pour la neuroatypie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau dire c'est un vivier de talent pour l'entreprise, c'est très très difficile de les garder en emploi, c'est très difficile d'avoir des personnes qui sont soit sur le spectre autistique, soit qui ont un TDAH, et de les accueillir tels qu'ils sont. C'est-à-dire pas seulement de les recruter, mais aussi de faire en sorte qu'autour d'eux, il y a un système qui soit sécurisant. Donc quel prix on paye en fait par rapport à ça? C'est un prix qui est assez important. Donc pour moi, ça a été par exemple le burn-out, le plafond de verre, parce qu'en fait j'ai passé plein d'entretiens où on m'accueillait aux entretiens, surtout chez Orange, puis après on me disait on ne voit pas trop prendre ces niveaux de responsabilité, il y a des gens qui sortent de grandes écoles, ils savent comment faire, etc. Donc le plafond de verre est vraiment solide pour moi. De la dépression, parce qu'en fait, quand on a souvent des difficultés financières, ça occupe son esprit, et c'est des moments vraiment où on peut avoir de grosses difficultés, qui sont liées aussi à une anxiété chronique. On a peur de manquer, et puis du coup, on va prendre que des choix très sécuritaires. Donc moi, j'ai pas créé d'entreprise avant un certain âge, alors que j'aurais pu le faire avant, parce que pour moi, c'était une très très grosse anxiété, par exemple. Et puis des écarts salariaux qui sont impossibles à combler. C'est-à-dire que quand on a commencé sa carrière comme moi en intérim, en fait, moi j'avais un gap de salaire quand j'étais chez Orange, parfois qui allait jusqu'à 30 ou 50% par rapport à des gens qui avaient les mêmes compétences que moi. Et donc ce prix-là, en fait, je le paye aussi autrement. Donc j'ai dû changer de carrière plusieurs fois, par choix, ça va aussi avec mon fonctionnement cognitif. Mais j'ai aussi dû payer des psys, me faire coacher. J'ai dû aussi acheter plein de livres. Donc voilà. Et faire plein de formations. Et donc tout ça, c'est non seulement c'est cher, mais en fait c'est moi qui me le paye. C'est-à-dire que l'organisation ne va pas m'accompagner pour m'aider dans ce processus-là. Désolée, j'ai remis le même slide. Et j'ai fini dans 2 minutes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire évoluer ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des programmes qui vont parler d'insertion. Ils vont déjà, en général, jamais parler d'insertion sociale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de la question des revenus, c'est encore un tabou. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va vous dire, on a des experts, et ces experts, en fait, ils sortent d'écoles de management, d'économie, de sciences sociales, etc. Il n'y a pas de personnes qui sont issues de la diversité qui font ces formations. Enfin, ou en tout cas peu. On fait des ateliers, et ces ateliers, ils se passent à l'extérieur de l'entreprise. Donc on va vous faire sortir, on va vous faire réfléchir pendant une journée, et puis après, vous allez revenir dans l'environnement, et l'environnement va rester à peu près tel qu'il est. Aujourd'hui, qui fait de la recherche et du design ? C'est nous, sauf que nous, comme vous l'avez vu, on n'est pas représentatif de ça. Donc, comme ça se passe pour les situations d'exclusion par rapport au handicap, en fait, il faut que ce soit des personnes qui ont connu ces situations-là, ou qui les connaissent encore, qui puissent intervenir et donner leur avis à la table des décisions. Sinon, c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Donc moi, je fais un projet de recherche. Je vous mettrai malheureusement pas la musique de Kendrick Lamar, qui est super, mais vous l'écouterez plus tard. Je fais un projet de recherche. Hop.
parce qu'on a besoin de données fiables. Aujourd'hui, moi, je peux juste intuiter ce que ça fait, ce manque d'inclusion, sur la création de produits et de services. Moi, comme je me censure en fait sur ma condition sociale, j'en parle pas au travail, il y a plein d'idées que je ne vais pas m'autoriser à partager avec une équipe produit, par exemple. Aussi, quels sont les dispositifs d'écoute qui existent aujourd'hui dans les organisations pour écouter les personnes qui ont ces situations-là différentes? Est-ce qu'ils existent? Et quand ils existent, est-ce qu'on prend conscience des biais qu'on a? Donc désolé, l'extrait il est très très long et je suis très en retard déjà. C'est un peu normal, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, problème avec le temps. En fait, oui, bien sûr qu'ils existent, ces clichés. Alors, je vais juste vous passer le début de la vidéo. Je vous invite à aller la regarder en entier. Non, d'ailleurs, je n'ai pas passé le début de la vidéo. Mais moi, je parle aussi un tout petit peu d'IA. C'est abusé. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'IA, mais même si on est passé rapidement sur la question des impacts que ça a, je pense que les biais, c'est vraiment un des sujets les plus importants. Ça, c'est une expérience qui a été faite par Itch, que je vous invite vraiment à aller regarder parce que c'est très intéressant. Et en fait, on ne peut pas faire ce travail-là sans questionner notre rapport au pouvoir. Aujourd'hui, on a du pouvoir, comme le disait tout à l'heure dans la keynote. Je voulais vous montrer aussi un petit extrait que je ne pourrais pas montrer parce que ça va trop vite. Mais voilà, ou c'est moi qui vais trop lentement. Mais c'est un extrait où on voit en fait Emmanuel Macron qui écoute une personne qui vient de banlieue, qui lui pose des questions sur le climat et qui a ce petit sourire condescendant. Donc il a avec plein de gens, hein, pas que cette personne-là. Mais il va lui répondre en lui disant « Maintenant, nous, on a des experts, on sait de quoi on parle. » Alors que le jeune homme, il a créé une association et il la maintient depuis un certain nombre de temps. Lui aussi, il a des experts et il sait de quoi il parle. Et donc, il y a cette condescendance par rapport à la condition sociale qui existe un petit peu partout. Donc moi, je vous invite à questionner votre rapport au pouvoir. Aujourd'hui, tous les privilèges que vous avez, parce qu'on en a tous, même moi, j'en ai, votre niveau intellectuel, votre niveau d'expérience, votre patrimoine, votre pouvoir de décision, votre physique. Il y a plein de choses qui vont faire que vous allez avoir du pouvoir. Et vous ne pouvez pas aller voir des gens qui sont dans une position de pouvoir très différente de la vôtre, avec ça et sans en avoir conscience. Si vous n'en avez pas conscience, en fait, ce ne sera pas du tout la même perception et vous ne serez pas capable de les écouter comme ils le méritent. Voilà, il y a des solutions qui existent, des solutions de co-design, mais ces solutions, elles ne fonctionnent que si on questionne les rapports de pouvoir et qu'on les met sur la table, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai un autre truc, désolée, j'ai beaucoup trop de choses à dire, mais si vous voulez m'aider, vous pouvez le faire. Je cherche des financements pour ma recherche. J'ai trouvé un laboratoire de recherche donc à l'université de Nîmes, il s'appelle Project. Je cherche aussi des lieux d'expérimentation. Si dans vos entreprises, vous voulez essayer d'être plus inclusif des différences sociales et cognitives, c'est sur le terrain que ça se passe en fait. Donc moi, je voudrais que ce soit une recherche de terrain, des expertises, si vous connaissez des gens qui sont des experts des sujets, et aussi des témoignages. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez m'aider. Et je vous propose de changer le monde au lieu de laisser le monde nous changer. Voilà.